Bonjour à tous, vous êtes déjà très nombreux à être connectés, sauf que l'orateur qui doit participer à la visio aujourd'hui, Mathieu Lacambre, n'est pas connecté. Donc, je suis Nidal Naban, je suis ravie de commencer cet épisode, donc une série Netflix de la section psychiatrie légale autour des 3 P. Alors, Mathieu Lacambre doit commencer par le premier P, le pervers. Et j'avais annoncé sur Ah, bah te voilà, coucou Mathieu. Donc, Bonjour à tous. bonjour. Il avait dit, j'avais annoncé, pardon, sur les réseaux que j'allais être perverse avec lui, mais en fait, je crois qu'il a commencé le jeu et il a voulu me stresser en se connectant tard et en prenant la main. Voilà, donc je te soupçonne que tu as fait exprès, Mathieu, de te connecter un peu tard pour me faire monter mon adrénaline. Mais tu n'as pas gagné parce que je ne stresse pas et j'étais capable de faire ton tapeau. Donc voilà. Alors, Mathieu est à Baltimore. Il est pour la section Papa est en voyage d'affaires. Et donc, il est en train de faire de la recherche en psychiatrie légale. Et il est 6 heures du matin chez toi, Mathieu. Quelle heure il est? Non, il est un peu plus maintenant, il est 7h30. 7h30 du matin. Bon, bien rasé de près, t'es prêt, t'as pris ton café. Donc, parfait. Alors, 3 P, pervers, paranoïaque et psychopathe. Et on commence le premier épisode de cette série Netflix de la section psychiatrie légale par le pervers. Alors, avant, je voulais vous dire que vous pouvez faire partie de la maison mère de l'AFPBN. Vous pouvez devenir membre et il suffit juste que vous vous connectez sur le site pour soutenir cette association de recherche qui a énormément de sections dans tous les domaines, dans la neurologie, dans le neurofeedback, dans l'imagerie, je passe les psychédéliques, etc. Et donc, les stimulations, le suicide. Donc, vous pouvez faire partie de la grande famille. N'hésitez pas à devenir membre de notre grande famille. Alors, je vais jouer le rôle de Mère Fouettard, poser des questions dans l'onglet, poser des questions perverses, difficiles. Je veux le mettre en difficulté. Donc, et je ferai les questions au fur et à mesure que vous les posez. Je lui poserai à Mathieu. Donc, Mathieu, psychiatre à Montpellier. On ne te présente plus. Tu es co-président avec moi de la section et on démarre cette série par toi, par le pervers. Alors le pervers, j'avais annoncé que c'est pas que la personne qui a envie de faire du mal. Tu vas nous dire et tu vas nous expliquer que c'est bien plus complexe que ça, que c'est une entité clinique qui est compliquée. Et on avait vraiment envie de faire un focus sur cette complexité. Avant de te donner la parole, Mathieu, juste pour vous annoncer que la section s'agrandit, s'enrichit, et depuis un mois, le professeur Pierre Vidaillé rejoint la section avec le comité scientifique que vous connaissez déjà, Anne-Hélène Moncani, Christophe Arbus, Carole Barré et le reste. Et donc, le professeur Vidaillé est de Strasbourg et il est responsable de l'option psychiatrie légale et c'était naturel qu'il rentre dans la section et donc on est très ravis avec Mathieu et les autres membres de la section de l'accueillir. Premier épisode, à toi Mathieu, le pervers. Donc, l'idée d'aujourd'hui, bienvenue à toutes et à tous, c'est de pouvoir vous donner quelques notions, concepts, éclairages sur un concept qui est lui-même très compliqué, vivant, et qui a été construit surtout au cours du 19e jusqu'au 20e et aujourd'hui en partenariat, si je puis dire, avec la justice. On est au cœur de la psychiatrie légale dans les fondements d'un concept autour de l'irresponsabilité pénale, autour des enjeux très intriqués entre la norme et le pathologique et la dimension morale du symptôme. Voici quelques pistes de lecture. Alors, vous irez piocher ce dont vous avez envie et besoin. Et puis, à la fin de l'exposé, je vous donnerai quelques références bibliographiques. Diapositive suivante. Si on essaye de dérouler d'abord à partir de l'histoire du concept dans la construction de la psychiatrie,
en sachant que je vais avoir une position assez radicale à partir du début du 19e siècle, et puis le code pénal napoléonien et la convocation des psychiatres pour devenir experts, c'est-à-dire faire le tri entre ce qui est normal, ce qui est pathologique et ce qui peut entraîner une irresponsabilité pénale. On regardera où on trouve aujourd'hui le pervers, donc depuis le début jusqu'à aujourd'hui, comment on peut le dénicher dans la nosographie actuelle. Petit éclairage psychopathologique pour le plaisir, et puis les enjeux importants autour du soin et des réflexes juridiques pour protéger le soin, puisque ce qui caractérise finalement le sujet pervers, c'est cette capacité de destructivité et d'attaque du cadre. Et donc on en reparlera tranquillement. Euh, Diapositive suivante. ouais, mais Oui. attends, avant la diapositive suivante, je ne comprends pas ton logo là. C'est un palmier sur une île. C'est quoi ce palmier? C'est pas du tout en rapport avec les pervers ni la perversion. Alors, il y a 3 niveaux de lecture. Déjà, je vous parasite un peu les cognitions. Qu'est-ce que ça fait là? Et donc, ça marche, regarde la preuve. Et ça peut être pervers, hein. C'est-à-dire que le pervers, effectivement, il va venir réduire vos capacités de penser. Et donc là, je les annihile pas, hein, je viens juste un peu les stimuler. Ensuite, tu l'as dit tout à l'heure, papa est en voyage d'affaires, donc c'est la référence au voyage. Et puis enfin, vous allez voir que cet îlot, il peut être utile et nécessaire dans la rencontre avec le pervers. Mais ça, c'est pour après. Diapositive suivante. Ok, donc 1-0. Bon, ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler du pervers dans l'histoire? Comment on est arrivé au concept de pervers et l'historique de la naissance de ce concept? Alors oui, en sachant qu'au tout début, hein, ça n'avait rien à voir avec cette connotation morale. On est sur l'étymologie du mot pervertir et perversio, au sens de l'inversion. Pervertere en latin, ça signifie inverser, retourner, mettre sans dessus-dessous ou détourner. Et donc, dans les dictionnaires médicaux, le terme apparaît au XIIe, XIIIe siècle. Quand une articulation était luxée, on disait qu'elle était pervertie. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, finalement, tout doucement, en partant de la théorie des humeurs qui seraient viciées dans les symptômes psychiatriques, avec cette altération. Donc, vicié, ça signifie impureté. On voit apparaître cette notion morale qui bascule sur une altération des penchants. Et donc, du coup, ça devient tout doucement, entre le XIIIe, XVIe, XVIIIe siècle, quelqu'un qui a des mauvais penchants avec cette connotation morale qui va s'inscrire définitivement autour du sexe et de la sexualité, quand on sépare l'État et l'Église et que du coup on peut investir la sexualité non plus uniquement à visée reproductive, mais à visée hédonique, c'est-à-dire pour se faire plaisir. Et donc là, on élargit le champ des possibles, on inverse certaines fonctions et du coup on les pervertit. Avec aujourd'hui une grande confusion des approches en fonction d'une entrée psychologique, psychopathologique, psychiatrique, sociale, etc. Mais c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir. Ok. Au sens psychiatrique du terme, puisque là, de manière tout à fait arbitraire, hein, mais c'est assumé, je fixe la naissance de la psychiatrie au début du 19e siècle avec Philippe Pinel et puis cette nécessité, convocation des aliénistes à venir rendre compte au tribunal si un sujet était au moment du crime atteint de démence. Il va falloir définir la démence, définir ce qu'on appelle aujourd'hui l'abolition du discernement et du contrôle des actes. Et donc, c'est le traité médico-philosophique de Pinel qui, à partir des manies, va aller vers l'aliénation, à partir de la deuxième édition en 1809. Et cette notion d'aliénation va être reprise très progressivement, en particulier par Pritchard, sur l'aliénation du sens moral. Donc James Pritchard, lui, il va parler de moral insanity, au sens où il y aurait comme ça une aliénation uniquement d'une dimension, c'est-à-dire la moralité, qui viendrait expliquer certains crimes, en particulier des crimes sexuels. Et puis, tout doucement, c'est Bénédicte Auguste Morel qui, en 1857, avec son traité des dégénérescences physique, intellectuelle et morale de l'espèce humaine, va expliquer qu'en fait, c'est une déclinaison de la norme. Donc, on a une courbe de Gauss, et puis autour de ça, il y a plein de petites choses où ça sort de la norme, et que certains êtres humains sont complètement dégénérés. C'est une déviation naturelle de l'espèce, et qu'on ne peut rien faire pour eux, et que du coup, il faut les irresponsabiliser. Et c'est surtout la Bible, si je puis dire, de la perversion en particulier sexuelle, Von Kraft-Ebing, 1886, avec Psychopathia Sexualis, qui vient planter le décor finalement de ce qui aujourd'hui serait notre référentiel nosographique symptomatique qu'on va retrouver dans les troubles paraphiliques. Kraft-Ebing va planter les notions et fixer les notions de pédophilie, notion qui est apparue quelques années auparavant, le sadomasochisme, etc. Et puis tout doucement, on reglisse, on a parlé altération de l'humeur, altération finalement des penchants,
pour pouvoir basculer du côté de la pathologie de l'imagination et de l'émotivité, publié en 1925 par Dupré, à titre posthume, qui, lui, Dupré d'ailleurs, Ernest Dupré, est le père du péridisme et de la mythomanie, donc la mythomanie, le mensonge en particulier chez l'enfant, qui va évoquer une notion de déséquilibre en fonction des émotions et de certaines capacités au sens moral, et justifier certains comportements qui étaient jusque-là incompréhensibles pour pouvoir en rendre compte au tribunal. Donc on a convoqué les psychiatres au fur et à mesure et les aliénistes pour pouvoir expliquer ce qui n'était pas explicable dans certains comportements criminels vraiment paroxystiques et aigus. Et du coup, aujourd'hui, diapositive suivante, on est sur une partition, une répartition de ces entités qu'on va retrouver, qui se sont distinguées au plus fin du XXe siècle. D'abord, dans le cadre de la nosographie, autour des troubles de la personnalité, paranoïaque, antisocial des Américains ou dissocial des Européens. Et puis, sur le plan psychopathologique, les perversions, les troubles paraphiliques qu'on retrouve dans la nosographie et la psychopathie, avec aussi des formes intermédiaires comme le psychopathe sexuel. Et donc, si on pousse un tout petit peu plus loin, on va retrouver finalement la proposition qu'on a faite aujourd'hui dans ces webinaires, diapositive suivante, autour de la caractérisation de ces 3 P, c'est-à-dire le parano, le psychopathe et le pervers, qui vont ensemble partager un certain nombre de critères. Mais on va voir chacun dans une direction spécifique et particulière. Et quand on reprend l'historique nosographique et psychopathologique de ces notions, on s'aperçoit que ça part à peu près du même endroit, avec une différenciation qui a été rendue nécessaire au contact de la justice, dans la nécessité de rendre compte de ces comportements antisociaux de manière générale ou dissociaux, et autour de cette courbe de Gauss, autour de la sexualité. Donc du coup, dans les perversions, il y a une fixation autour des enjeux de la norme sexuelle, de ce qui serait autorisé, de ce qui serait attendu, de ce qui serait licite. Ce qui renvoie à la question de l'interdit et comment, en particulier le psychopathe et le pervers, vont jongler avec l'interdit, en sachant que le pervers, il va plutôt jouer avec et en jouir, alors que le psychopathe, il va le franchir allègrement pour aller se saisir de ce dont il a envie ou besoin. Diapositive suivante. Alors, avant de poser la question, comment la place de pervers dans la nosographie actuelle, notamment dans le DSM, on a déjà plusieurs questions dans le chat. La première, est-ce qu'on va le voir en replay? Oui, vous pouvez le voir en replay et d'autres d'ailleurs webinaires de la section. Et Elena anticipe, je pense que tu vas en parler, Mathieu. Elle te pose la question, quelle est la différence entre perversion et perversité? Mais je pense que tu vas en parler. Donc, je demande à Elena d'attendre. Et là, pour l'instant, quelle est la place du pervers dans la nosographie actuelle, donc DSM-5, s'il te plaît? Alors, petite mention spécifique, je vous ai mis des petites images à chaque fois dans les intertitres là. Vous aviez cette jeune femme. On est dans quelque chose du scénario pervers, ce qui renvoie aussi à une dimension dynamique entre l'auteur agresseur et sa victime. Là, on est dans le désir de connaître la différence entre pervers et perversité, et le pervers, comme l'hystérique, s'appuie sur le désir de l'autre pour le piéger. J'ai l'habitude de rappeler, pour planter le décor auprès des non-psy, que sur le plan diagnostique et clinique, le névrosé standard rêve d'un château en Espagne. Donc, il est dans un désir, conscient, inconscient, l'herbe est plus verte à côté. Donc, le névrosé, il rêve de ce château en Espagne. Le psychotique, il vit dans ce château en Espagne, au sens du délire. Il est convaincu qu'il est le châtelain, qu'il est dans son château. Et donc, parfois, c'est compliqué de le déloger quand c'est nécessaire. Donc, le névrosé rêve d'un château en Espagne. Il joue à l'euro-million pour l'acheter. Le psychotique, il vit dans son château en Espagne. Et le pervers, lui, il fait de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il fait du business sur le désir du névrosé. Et là, dans cette séquence du film, fameux et célèbre, cette jeune femme va décroiser les jambes et du coup, surtout pour les personnes avec un intérêt sexuel pour le sexe féminin, il y a une sorte de sidération et c'est au moment de cette sidération imposée par le pervers que le pervers prend le contrôle. Donc, on fera attention, une petite mention spéciale, dialectique du désir et ensuite risque de sidération pour entraver les cognitions et ne plus réussir à penser. Ouais. Diapositive suivante. Sidération, on est sur sidération et fascination, non? Alors là, surtout quand il y a de la sexualité. Vous savez que c'est difficile de penser quand on est énervé et quand on est excité sur le plan sexuel. Et donc, du coup, merci de me le rappeler. Donc, l'enjeu, là, effectivement, en particulier autour du sexe et de la sexualité, c'est de venir susciter du désir, mais là au sens de l'excitation sexuelle. Et donc, en sachant que les déclinaisons du désir, elles sont multiples,
et que le plus archaïque, c'est celui-là, hein. Il suffit de découvrir une toute petite partie de son corps, d'utiliser un fétiche, on va en reparler, pour venir comme ça obturer les capacités cognitives du névrosé un peu vulnérable ou sensible. On va en reparler. Mais retenez cette dialectique, effectivement, à la fois du désir et de cette notion qui va caractériser l'emprise, en particulier l'emprise perverse. Alors, ton truc sur la métaphore immobilière, ça plaît beaucoup. On a des remerciements dans le chat sur la métaphore. Merci Christian de le signaler. Attends, alors avec plaisir. On complète parce que je sens qu'il y a du désir. Donc, le névrosé rêve d'un château en Espagne, le psychotique vit dans un château en Espagne, le pervers fait l'immobilier et le psychopathe, lui, il fait du homejacking. C'est-à-dire qu'il débarque à la maison, il braque tout le monde et il va prendre la carte bleue. Okay. Donc, comme ça, vous avez la totale. Ici, on est dans la nosographie selon DSM qui est tout à fait intéressante dans ces différents clusters A, B et C, alors qui a évolué avec DSM-5 à partir de 2013 et dans sa version révisée. Diapositive suivante. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est de pouvoir identifier là où on retrouve le plus et le mieux les caractéristiques psychopathologiques du pervers. Et c'est probablement du côté de la personnalité narcissique qu'on va retrouver les caractéristiques de ce fonctionnement, de cette organisation, de ces aménagements pervers de personnalité. En d'autres mots, je n'ai pas d'échelle de perversion ou de perversité, on va en reparler, mais j'ai la possibilité malgré tout d'éclairer un tribunal au cours d'une expertise psychiatrique pénale à partir de la nosographie actuelle. C'est-à-dire que pour affirmer un trouble de la personnalité, il suffit d'aller prendre les critères diagnostiques. On est dans une approche catégorielle, mais aussi qui peut être enrichie de l'approche dimensionnelle, en particulier l'éclairage psychopathologique dans la dimension dynamique de l'expertise. Mais là, il suffit de reprendre finalement les critères diagnostiques de la personnalité narcissique pour pouvoir venir éclairer le tribunal. Diapositive suivante. Merci. Qu'est-ce que la personnalité narcissique? Merci, tu me donnes des idées pour la prochaine déposition aux assises, là, c'est super. Alors oui, continue s'il te plaît dans les critères. Merci. Donc là, encore une fois, pour poser un diagnostic de trouble de la personnalité, il faut reprendre les critères diagnostiques proposés par la classification. Donc soit CIM, soit DSM. Je vous propose les critères diagnostiques du trouble de la personnalité narcissique du DSM-5, avec cette notion du sens grandiose de sa propre importance, dans cette dimension un peu mégalo, mais autophilique, autocentrée de la surestimation de soi. Le sujet est absorbé par des fantasmes de succès illimité, de pouvoir. Donc, il y a un attrait, j'allais dire, naturel pour le pouvoir, avec cette notion-là de succès, de venir préempter, ce qui renvoie l'étymologie de la notion d'emprise, le terrain psychique ou le terrain réel de domination des autres sujets qui l'entourent. Le pervers, ou du moins le sujet qui souffre d'un trouble de la personnalité de type narcissique pense être spécial, mais pas au sens de la psychose, au sens de je suis meilleur, plus puissant et du coup je dois être reconnu dans mes compétences et mes capacités. Il a un besoin excessif d'être admiré jusqu'à la nécessité parfois de venir siphonner le narcissisme de son entourage. On en reparlera avec le pervers narcissique. Et donc du coup, dans cette nécessité pour lui d'être admiré, le centre des attentions, il peut y avoir des confusions parfois avec l'hystérie, vous savez, qui est égocentrée, autocentrée. Ensuite, le sujet pense que tout lui est dû, naturellement, ce qui peut aussi renvoyer à certaines formes de sensitivité dans le diagnostic différentiel autour du paranoïaque, mais on aura l'occasion d'en reparler. Le sujet narcissique exploite l'autre dans ses relations interpersonnelles, et donc il est dans l'utilisation, la manipulation, en permanence dans son intérêt. Il y a un déficit d'empathie qu'on retrouve aussi en particulier chez le sujet psychopathe. Il envie souvent les autres, souvenez-vous, avec cette forme-là du névrosé, du château en Espagne, mais chez le pervers, il va mettre en œuvre des stratégies pour pouvoir préempter, c'est-à-dire asseoir une emprise sur la propriété, un bien ou psychique de l'autre. Et ensuite, le sujet narcissique fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain en toutes circonstances. Donc, oui, pardon. Dis. Oui, je t'en prie. Une autre métaphore, parce que tu as fait la métaphore en Espagne, j'ai envie de faire une métaphore. Le vampire, Mathieu, tu vois ce que c'est, les vampires, là? Hop, là, qui te mordent, là, dans le cou, là, et ils mettent les crocs et aspirent ton sang. C'est ça un peu, non? Alors, le pervers narcissique, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vous l'avais glissé, il y a une petite image de vampire là sur la première diapo d'intertitre, pour deux raisons. C'est une histoire célèbre et qui avait vraiment fasciné, alors là au sens fasciné au sens de l'emprise, toute la France en 1849,
on a attrapé un gentil militaire qui était le sergent François Bertrand à Paris, qui déterrait des cadavres au cimetière de Montparnasse, de femmes qui venaient fraîchement d'être enterrées. Et une fois qu'elles étaient déterrées, il les éventrait, il les violait. On l'a appelé le vampire de Montparnasse. Et ce qui était fou, c'est que ce type, il fonctionnait très très bien. Et alors qu'on était dans une représentation, soit les gens sont fous, soit ils sont normaux, et ben, à la faveur de cette situation criminelle, avec toute instruction, on a convoqué d'éminents aliénistes de l'époque, il a fallu rendre compte de cette aliénation du sens moral, ce qui est l'ancêtre du clivage. Et donc, effectivement, le clivage, ça renvoie à cette transformation. Le jour, la nuit, le vampire, il se transforme la nuit. Et dans le clivage, ça se transforme, effectivement. Et l'agresseur, il va commettre ses exactions au moment, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où il est vampire. Et on peut tous être plus ou moins vampires en fonction de nos besoins. Très bien. Stylo, on va en reparler. Aujourd'hui, dans l'expression, dans les comportements sexuels. Ouais, aujourd'hui, c'est important parce que c'est ça, le sexe. Ça prend toute la place, quoi. Alors, le sexe prend plus ou moins toute la place. Et puis aujourd'hui, on voit arriver des personnes qui se détachent complètement de la question du sexe et qui s'en sortent très bien. Mais pour le névrosé standard, les enjeux autour du sexe et de la sexualité sont fondamentaux. Et comme ça renvoie à cette dimension morale de ce qui est attendu, licite, et ce qui participe théoriquement d'un référentiel culturel normé, on va déterminer les paraphilies, les troubles paraphiliques autour de ce qu'on appelle des comportements sexuels ou des fantasmes dits déviants. Alors, la notion de déviance, elle est toujours relative. Et là, il faut rester très, très prudent parce que ça vient systématiquement convoquer nos propres représentations et aussi, du coup, notre propre histoire. Donc, sur les sujets autour de la sexualité, il faut toujours être très, très clair et très carré, à la fois sur sa propre sexualité, sur ses propres représentations, pour éviter, du coup, ces phénomènes d'emprise et de fascination. En d'autres termes, quelqu'un qui vient en consultation après avoir violé une dizaine de nourrissons va susciter systématiquement des mouvements contre-transférentiels et du coup va vous empêcher de penser correctement la question à la fois du soin du sujet, du soin apporté aux symptômes, de la notion éventuelle de dangerosité et vous permettre de fonctionner correctement. Donc attention sur ces enjeux-là, il faut être très solide, très clair et rester très objectif sur cette notion même de déviance. Mais dans les paraphilies, qui ont été complétées par la notion de trouble paraphilique, parce que ces fantasmes, comportements sexuels déviants ou problématiques entraînent une souffrance. Donc, quand on a symptômes plus souffrance, on parlera de troubles. Et en psychiatrie, on parle beaucoup de troubles. Et donc, dans les troubles paraphiliques, les sujets souffrent. Et là aussi, on est de plus en plus précis, en particulier dans le champ de la pédophilie. Pour parler de pédophilie, donc au sens d'une préférence sexuelle, plus ou moins exclusive. Donc la pédophilie n'est pas une infraction. La pédophilie peut être caractérisée au sens du diagnostic. Et donc c'est un trouble psychiatrique par une préférence sexuelle exclusive pour des mineurs prépubères quand on est âgé de plus de 15 ans, avec une différence de moins de 3 ans avec la cible. Et donc du coup, la pédophilie, qui est caractérisée dès le stade de fantasme, elle peut être précisée si elle est source de souffrance pour le sujet. On parlera de pédophilie égodystonique, ou si elle n'est pas source de souffrance pour le sujet, c'est-à-dire qu'il l'accepte et il considère que c'est sa référence et qu'elle est tout à fait à la fois sur le plan moral, social et culturel licite et acceptable, on parlera de pédophilie égosyntonique. Et donc aujourd'hui, on arrive à préciser à partir d'une entité nosographique, préférence sexuelle pour des mineurs prépubères, s'il s'agit uniquement de filles, de garçons, hétéros ou homo, si c'est en accord avec le sujet égosyntonique ou égodystonique, et si c'est accompagné de violence, ce qui entraîne aussi un pronostic spécifique en fonction de ses caractéristiques. Donc, quand on est dans une approche psychocriminologique fine, l'ensemble de ces dimensions, accompagnées ou pas des aménagements pervers du sujet, permettent vraiment de faire un focus et de rendre compte à la fois de la situation, de ce qui s'est passé en matière criminelle et aussi du pronostic. Pour rester sur les troubles paraphiliques, c'est une définition qui est relativement large. Ces troubles, dès le stade de fantasme, peuvent impliquer des impulsions ou des compulsions qui sont puissantes et incontrôlables, qui peuvent impliquer soit des objets inanimés, au sens du fétiche, vous savez, un objet qui vient rappeler le tout, les gants, les sous-vêtements féminins, etc. Le transvestisme, avec du côté du DSM aujourd'hui le transvestisme fétichiste,
de l'humiliation ou de la douleur dans le sadomasochisme, en sachant que ce n'est pas une infraction, que l'ensemble de ces troubles ne sont pas une infraction, qu'on n'est pas responsable de ces fantasmes, mais on peut être responsable de ces comportements, en particulier sexuels. Enfin, dans les troubles paraphiliques, dernière catégorie concernant l'application de personnes non consentantes. Alors, les enfants ne sont pas en capacité de consentir, et ça a été rappelé avec la question du seuil de l'âge de 15 ans sur des relations sexuelles avec des majeurs, mais aussi dans le cas du frotteurisme, où la victime n'a pas notion et conscience que quelqu'un se frotte à visée sexuelle contre elle-même. Alors, tu vois, en t'écoutant, il faudrait qu'on rajoute dans les épisodes Netflix là un 4e P sur la paraphilie. Pourquoi? Parce qu'il y a matière, il y a sujet là, et il y a sujet à faire un 4e épisode. Alors, juste une question, la souffrance, parce que un pervers ne souffre pas. Et là, tu nous parles du souffrance du sujet. Donc, tu peux préciser cette notion de souffrance, s'il te plaît, Mathieu? Alors, Écoutez, avec tous les êtres. attention, mais Ouais, non, mais je note l'accent. attention, c'est important parce que le sujet pervers souffre, et c'est d'ailleurs parce que, on va en reparler sur le plan psychopathologique, qu'il est en grande difficulté, qu'il a besoin de sa victime. C'est un besoin, j'allais dire pour lui, vital et essentiel. Donc, dans les organisations, structures perverses, le pervers a besoin de sa victime. Et c'est parce qu'il est en souffrance et qu'il vient colmater ses propres brèches, en particulier sur le plan narcissique, qu'il va siphonner le narcissisme de l'autre. Le vampire, pour survivre, il a besoin d'aller prélever du sang toutes les nuits, d'accord? C'est pas par plaisir, c'est par nécessité. Et là aussi, lui, il le recouvre d'un sensation de plaisir qui fait écho à cette notion de domination et d'emprise. Donc, il y a du plaisir. Et c'est là, effectivement, merci, que ça va faire écho avec notre îlot individuel au sens du plaisir. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des violences, assez souvent, chez les êtres humains, y compris chez les enfants, il y a du plaisir qui est associé. Alors, violence qui est subie, violence qui est agie. Ce qui est un vrai problème, c'est probablement le côté obscur de la force et de l'être humain dans cet écho de plaisir hédonique autour de la notion de violence agie ou subie. Dans l'approche psychanalytique et psychodynamique, dans la perversion, on serait sur une modalité de fixation à une modalité de sexualité infantile, c'est-à-dire toute puissance, mégalomaniaque et perverse, au sens où Freud, 3 essais sur la sexualité de 1905, vient décrire ces différentes étapes et passages autour de l'entrée dans la sexualité, avec très souvent une confusion pour les adultes autour de la notion de sexualité infantile. Les adultes ont tendance à considérer que la sexualité infantile, c'est la sexualité des adultes chez les enfants. Rien à voir. Et à chaque fois qu'il y a un adulte dans de la sexualité infantile, c'est un gros problème. Et c'est sous couvert de sexualité infantile qu'un certain nombre de sujets pédophiles, agresseurs pédosexuels, vont s'inviter dans des jeux sexuels exploratoires. Donc le petit garçon, la petite fille qui se monte le zizi, la zézette, l'adulte qui arrive, il ne fait pas du renforcement positif en disant « c'est super mon fils, tu as un gros zizi ». Non, il vient mettre fin à la récréation, on range ses affaires, vous jouerez plus tard quand vous serez en capacité de pouvoir effectivement vous faire plaisir avec. Mais là, on est dans ces confusions, y compris dans des situations où j'ai eu plusieurs patients agresseurs pédosexuels, pédophiles, qui m'ont raconté des séquences de rencontres avec des thérapeutes où ils viennent exprimer leurs difficultés le plus souvent sous couvert d'un tiers, c'est-à-dire le patient qui vous dit « mon oncle, ma tante, mon cousin a tel problème », en fait, il parle de lui. Et donc, du coup, le sujet qui vient expliquer que son oncle a une attirance pour des enfants, et le thérapeute qui lui dit « mais vous inquiétez pas, c'est normal, tous les êtres humains, et puis de toute façon, les enfants sont des pervers ». Donc non, les enfants ne sont pas des pervers, mais dans les étapes de développement, et nous avons tous été des enfants, nous sommes des anciens enfants, et donc on peut mobiliser cet îlot infantile qui peut être un îlot pervers infantile plus ou moins régressif, et là vous avez le petit palmier qui apparaît. Dans cette construction de l'être humain, il y a cette étape où l'enfant va acquérir par exemple le mensonge. Souvenez-vous, Dupré, la mythomanie, etc. Ce n'est pas forcément pathologique. On a une capacité de mensonge qui est une capacité de pervertir la réalité autour de la notion de vérité pour pouvoir trouver son propre équilibre. Donc le recours, le mensonge par omission, etc., machin, qui est vraiment une capacité du névrosé standard, c'est quelque chose qui nous est utile pour trouver, maintenir, garder l'équilibre. Et donc à partir de cette notion, on développe 2 modalités défensives de lutte contre l'angoisse, alors des angoisses très très archaïques au sens du narcissisme primaire. D'abord, dans la perversion, au sens de la structure,
déni de l'absence de pénis de la mère, déni de la castration. Et donc, du coup, angoisse de castration du pervers. Donc, quand tu disais est-ce qu'il souffre, oui, il a peur, le pervers. Hein. Il a peur, en gros, en résumé, de perdre son sexe ou de ne pas avoir de sexe. Contre des angoisses encore plus archaïques qui font référence à ce narcissisme primaire très, très mégalomaniaque de l'enfant, avec des angoisses d'abandon, de séparation, pour la perversité. Et donc, l'enfant, lui, va être dans ce système de protection et de défense autour de son narcissisme primaire qui vient favoriser cet îlot infantile, pervers, au sens de la perversité aujourd'hui. Mais on est là, on est bien, hein, avec la nécessité d'accompagner tout ça. Dans les évolutions, Oui. J'insiste sur ce relativisme culturel. C'est-à-dire que à la fois perversion et perversité ne peuvent se structurer sans la présence d'interdits qui sont des interdits fondamentaux, socialement et culturellement partagés. En d'autres mots, pour pouvoir franchir un interdit, il faut d'abord qu'il existe. Et il faut l'avoir repéré, identifié, pour pouvoir en jouir au sens de la perversion. Donc là, retenez bien que le pervers franchit l'interdit pour en jouir, et donc il a notion de cet interdit, versus le psychopathe qui franchit pour pouvoir atteindre son objectif et pour pouvoir jouir de son objet. Et donc systématiquement, la perversion, sur le plan de cette construction socioculturelle, s'inscrit dans un référentiel de normes, par exemple morale, religieuse, et pendant longtemps, l'homosexualité a été considérée comme une perversion. Et d'ailleurs, enfin, Krafft Ebing et les autres avaient œuvré pour pouvoir essayer de repositionner le curseur, mais on est malgré tout dans cette forme de relativisme socio-culturel avec cette manipulation du concept qui renvoie malgré tout et malgré nous à son histoire. Et donc, systématiquement, ces expressions de la perversion et de la perversité vont évoluer, en particulier en fonction des évolutions de la société, de sa tolérance. Aujourd'hui, la question de l'homosexualité, c'est plus du tout un sujet à la fois du côté de la psychiatrie et du côté des perversions, mais aussi au regard des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, comme l'être humain n'a pas de limite à son imagination, de gauche à droite, vous avez une petite image d'un oculolingus. Donc, c'est le fait de se rincer l'œil, mais au sens propre. Hein. On vient se lécher le globe oculaire. Ce qui est une pratique, là aussi, caractérisée dans les troubles paraphiliques élargis, mais qu'on retrouve plutôt en Asie, hein, avec la difficulté, en particulier en Asie, dans le référentiel culturel de l'expression des émotions et de l'intérêt sexuel. Et du coup, il y a beaucoup de troubles fétichistes autour des petites culottes et des choses comme ça, pour pouvoir gérer, juguler les flux libidinales au sens sexuel dans ces communautés asiatiques. Et donc, du coup, comme l'œil est accessible, on va se lécher l'œil dans des rendez-vous qui sont posés sur Internet. Et aujourd'hui, sur Internet, vous avez la possibilité de matcher sur des scénarios pervers préfabriqués. Donc, c'est un peu l'IKEA, si je puis dire, vos meubles à monter. Là, c'est votre scénario pervers à mettre en œuvre. Mais pour le névrosé, puisque le névrosé, lui, il n'ose pas trop, le pervers, il y va, il ne demande pas l'autorisation de la victime. Mais les névrosés, on va se donner du frisson en se donnant des rendez-vous sur Internet pour pouvoir, si vous aimez par exemple les personnes amputées, parce que vous souffrez d'acrotomophilie, rencontrer des personnes amputées et avoir des relations sexuelles. Donc là, on est sur ces propositions. Oui. Dans le chat, on te pose la question des noms des sites. Non, je rigole. Hein. Non, alors, non, vous tapez les mots-clés. Moi, je vous déconseille, parce que systématiquement, dans les formations, les gens vont taper dans les moteurs de recherche des notions bizarres. Donc, je vous déconseille d'aller directement, vous mettez des pare-feux, protégez-vous. Nous sommes des névrosés et on s'expose. Apprenez des patients. Prenez des bons patients. Parce que sinon, oculaire. Faites attention. Vous, attention. Alors, plus sérieusement, donc, du coup, toujours, dans les déclinaisons sur les technologies, vous avez ensuite Farah, qui est un robot sexuel, le premier robot sexuel, la deuxième image, qui a été présentée à Dallas en 2005. Et donc, on est en train de proposer des solutions aux névrosés. Donc, avant, c'était la poupée gonflable. Aujourd'hui, vous avez des robots qui sont dotés d'une intelligence artificielle, mais qui ont un disque dur plus ou moins formaté. Aujourd'hui, la boîte américaine qui propose ces robots sexuels, qui sont très chers, propose différents modèles, dont une asiatique entre deux âges, dont une MILF qui est un peu agressive et qui va résister. Et donc, on vient proposer des scénarios où on va quasiment imposer la relation sexuelle à son robot, qui est très, très proche d'une personne réelle, ce qui peut favoriser des confusions. On a la réalité augmentée, juste après, là, avec des gants, des casques de réalité virtuelle. On va mettre en place des scénarios plus ou moins sexuels, érotisés, voire pornographiques,
en sachant que le sexe a vraiment du coup de l'avenir dans les nouvelles technologies. Et puis enfin, la télédildonique haptique, c'est-à-dire la possibilité À quoi? à distance, La la quoi? télédildonique haptique. Télédildonique, donc c'est le fait d'être à distance. Haptique, c'est le fait de pouvoir mettre en œuvre des sensations à distance, des sensations de mouvement. Et par exemple, vous avez Zeus et Hera, c'est un espèce de tube, chacun prend son morceau, le garçon et la fille pour les couples hétérosexuels. Et à distance, avec une application et son téléphone portable, on va activer le tube pour l'autre. Donc pour la dame, elle, c'est quelque chose qui est plutôt convexe. Pour le monsieur, c'est plutôt concave. Et chacun à distance va agir, va faire vibrer, va faire chauffer, etc. Machin. Et le Covid a entraîné un boom de ces technologies pour pouvoir proposer effectivement d'avoir des interactions sexuelles où chacun contrôle l'autre. Vous voyez, il y a un petit jeu autour du contrôle Les, qui est présent depuis très très longtemps. les boules Oui, geisha des années 90 télécommandées, ouais. c'est désuet, ça. C'est exactement ça. Alors, on est les boules geisha télécommandées, c'est l'ancêtre, c'est la préhistoire. Ah, Aujourd'hui, on est sur des dispositifs qui sont beaucoup plus subtils, mais où la question du scénario pervers se rejoue. Le scénario pervers, c'est quand un sujet est réduit à l'état d'objet de la jouissance de l'autre. C'est-à-dire que là, on accepte, c'est là où c'est un contrat névrosé, pervers, préfabriqué, on accepte de se soumettre. Alors que dans le vrai contrat pervers, le pervers domine, contrôle, assoit son emprise et va réduire le sujet à l'état d'objet de sa jouissance. Avec beaucoup de questions aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, les différentes modalités, pour pouvoir créer des contenus, voir des images, voir des vidéos, en particulier pédopornographiques. Hein. Aujourd'hui, il y a un boom de la proposition paraphilique sexuelle sur Internet et à la faveur des nouvelles technologies, en particulier des intelligences artificielles, probablement qu'on va avoir de nouveaux contenus très compliqués. Alors, j'ai envie de donner un scénario pervers parce que je l'ai vu en expertise la semaine dernière, c'est tout frais, tout récent. C'est un monsieur qui accueille chez lui un autre homme qui était amoureux de lui. Donc, celui qui est accueilli était amoureux par celui qui est hébergé. Donc, parce qu'il était homosexuel. Le monsieur pervers, c'est celui qui accueille et qui a imposé un scénario de voyeurisme de cet homme accueilli avec sa propre fille. Donc, on retrouve l'inceste, on impose à la personne homosexuelle qui était amoureuse de faire l'amour avec sa fille. Et lui, le scénario, c'était je les découvre en train de faire ça. Waouh! C'est-à-dire l'effroi de la découverte de cet homme homosexuel avec sa fille. Sauf que le monsieur homosexuel était amoureux du papa et pas de la fille qui était bien sûr mineure et qui subissait le scénario pervers de son père. Et donc, et la maman, elle était pas loin et elle fermait les yeux. Donc, c'est quand même un exemple très beau de quelqu'un qui est pervers, qui manipule et la mère parce qu'elle était dominée, qui manipule l'amant qui était amoureux de lui et qui fait subir La fille. le crime à sa fille mineure et il jouit de tout ce scénario. Et le scénario était toujours le même, répété et je te découvre en train de… Sauf que la personne homosexuelle n'arrivait pas à avoir d'érection parce qu'il n'était pas attiré par la mineure et ça l'énervait. Et donc, ça se terminait par baston, il le frappait. Donc, on retrouve le sadomasochisme, le voyeurisme, l'inceste, tout ce que vous voulez. Donc, voyez, ça peut aller loin, la paraphilie. Alors, ce scénario est parfait parce que tout est mis en place pour pouvoir contrôler, maîtriser et pervertir toutes les relations. C'est ça. On est ensuite sur un schéma de candolisme incestuel, hétérosexuel, où il impose comme ça la relation hétérosexuelle à cet homosexuel, mais il s'appuie sur le sentiment amoureux de l'amant, et donc son désir qui va tirer comme ça par le bout du nez. Il s'appuie dans la relation probablement d'emprise qu'il a avec son épouse, probablement au sens du pervers narcissique, dont on va reparler. Et puis ensuite, il s'appuie sur la domination en tant que père auprès de sa fille. Donc c'est horrible, mais là on voit bien cette diffractation finalement dans les relations, de ces inversions, de cette perversion de la relation, et ensuite de l'expression de son propre symptôme, pervers au sens paraphilique, jusqu'à l'impossibilité et la transformation en violence physique. Il va frapper pour reprendre le contrôle et retrouver un peu de plaisir, si je puis dire par défaut, dans quelque chose probablement d'une dimension sadique associée. Donc, belle illustration, mais catastrophique. Hein. Catastrophe. Très délétère, très morbide et mortifère. Incroyable. Alors, je reviens sur une question de Laure qui te pose la question, la position de victime. Est-ce que le pervers se positionne un peu comme le sociopathe, comme une victime dans le fonctionnement social, victime de la justice, victime du fonctionnement social, victime de ses proches? Est-ce qu'il y a ce positionnement
positionnement-là, est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, diapositive suivante. On va voir la distinction. On a évoqué la différence entre perversion, perversité. On va aller sur la caractérisation au sens du sujet, du côté du pervers. Le pervers lui-même, avec une déclinaison dans les descriptions académiques européennes, historiques, entre pervers constitutionnel dit pervers de caractère, le pervers narcissique et le pervers sexuel. Et on va voir qu'il y a des petites subtilités. Juste pour enfoncer le clou, les notions de perversion et de perversité, elles ont évolué entre le 19e et le 20e siècle. Dans le 19e siècle, on avait énoncé la perversité comme cet îlot qui viendrait justifier que le sujet est malgré tout responsable, mais a pu réaliser quelque chose d'horrible. Là, c'est la référence au vampire de Montparnasse, le sergent Bertrand. Donc, avec cette perversion de l'instinct sexuel en îlot, c'est la perversité qui était pour la justice versus la perversion qui était pour la santé. Et puis, au cours du XXe siècle, finalement, on a repositionné la question de la perversité au sens d'une étape de cet îlot de perversité infantile qui est utile et parfois nécessaire au sujet pour sa survie. Donc, diapositive suivante, les pervers de caractère, le cœur du pervers. Ben, oui, je t'écoute. Justement, c'est le cœur du pervers, c'est cette absence d'empathie. On ne sent rien, l'autre en face c'est un objet, c'est juste la continuité de notre plaisir, on domine dessus, donc on peut pas recevoir des signaux de celui qui est en face. L'utilisation, alors en découle l'utilisation de l'autre comme objet, l'utilisation d'autrui, mais cette froideur glaçante qu'on retrouve quand on examine des pervers, froideur émotionnelle, froideur affective et le fameux égocentrisme. Est-ce que ces traits, tu les retrouves, Mathieu, et comment tu peux distinguer par rapport au caractère, au vrai pervers, la perversité, etc. Voilà. Alors, le vrai pervers, là on est sur un référentiel au sens de la constitution perverse, hein, dans les déclinaisons proposées par la notographie européenne. Et donc ça, on est sur un truc un peu old school, mais qui nous permet quand même de pouvoir identifier ces différentes expressions du sujet pour le caractériser au sens de sa constitution. Donc un acrostiche au feu, AUFE, absence d'empathie, utilisation d'autrui, froideur émotionnelle, égocentrisme. Et au feu, c'est pour vous engager à mettre en place des dispositifs de protection. Et donc, on distingue le pervers de caractère, le pervers constitutionnel historiquement, qui, lui, est caractérisé par le déni de la victime, le contrôle et l'emprise, la jouissance de la souffrance imposée, versus, diapositive suivante, le pervers, ensuite, sexuel, qui, lui, va se mobiliser autour d'une excitation sexuelle pour mettre en œuvre le scénario pervers uniquement dans le champ et le référentiel sexuel. Et donc, pour pouvoir jouir sur le plan sexuel, il va asseoir son contrôle et soumettre l'autre à son propre désir en rendant le sujet objet de son scénario. La jouissance est érotisée hein, dans le champ sexuel et donc on est dans des expressions qui peuvent être uniquement, par exemple, dans le domaine de l'activité sexuelle. Diapositive suivante. Le pervers narcissique, qui lui, ça renvoie à la question de tout à l'heure, va dénigrer et discréditer la victime et se positionner lui-même dans cette posture de victime, hein, au sens où c'est pas ma faute, j'ai été obligé de lui mettre une claque parce que sinon elle allait s'agiter et c'est le seul moyen de la calmer. J'étais obligé de faire ci, de faire mi, etc. Et donc, du coup, le pervers narcissique, il est toujours égocentré. Il a une assise sociale qui est assez importante et nos organisations aujourd'hui individualistes, etc., favorisent l'accès au pouvoir de ces sujets, y compris jusqu'au Fonds monétaire international. Mais on est dans ces organisations et ces aménagements qui nous permettent de différencier les trois autres. Question ? Alors oui, des questions. Je réponds parce que c'est une question sur le scénario pervers que j'ai énoncé. C'est Dr Maya qui pose la question, est-ce que la mère n'est-elle pas aussi perverse? Elle pourrait être voyeuriste aussi et participative, mais dans ce cas-là, parce que j'ai vu l'expertise, elle ne l'était pas, elle était plutôt dominée et assujettie, elle en avait peur et elle était manipulée avec un sentiment d'empriseur sur une emprisée. Et donc, dans ce scénario-là, en particulier, elle n'était pas. Alors, oula, je reviens sur un truc qu'il faut vraiment que tu éclaircis, Mathieu. C'est c'est Jessie qui te pose la question.
On revient sur la référentielle par rapport à la pédophilie. C'est une question, tu sais, qui pose toujours problème. Cela voudrait dire, docteur Lacambre, que dans une société où les relations sexuelles avec un enfant ne seraient pas interdites, il n'y aurait pas de pédophilie. Et elle fait référence à l'histoire avec certaines époques où les relations avec des mineurs étaient tolérées, voire même encouragées. Alors là, je pense que c'est la question qui en découle, c'est la question du consentement des mineurs. Hein, donc, je te laisse répondre. Alors, ouais, tout à fait. En sachant que j'ai évoqué ce relativisme culturel au sens de l'histoire hein, et dans la fabrique des normes. Et comme le pervers, comme le psychopathe s'appuie sur les normes, eh bien, ça évolue. Au jour d'aujourd'hui, il est incontestable que l'enfant n'est pas en capacité de consentir à avoir des relations sexuelles, en particulier avec un adulte. Et sur cette incapacité, j'allais dire constitutionnelle, à consentir, eh bien, on a légiféré, on a reposé la règle et la norme. Et il ne s'agit pas de rediscuter des règles et des normes. Hein. On est aujourd'hui le fruit de ce qui nous précède. C'est-à-dire que dans 200 ans, probablement qu'on abordera le sujet différemment. Il y a 200 ans, il est abordé radicalement différemment. Donc, on reste toujours humble et on vient recontextualiser pour expliquer comment on en est arrivé là. Ce qui ne vient pas justifier ce qui s'est passé avant, hein. En particulier sur les agressions sexuelles de mineurs, sur la pédérastie, etc. Ce qui est aussi souvent une source de justification et rationalisation pour certains patients qui viennent en consultation après avoir agressé des jeunes garçons en disant « Ah, mais dans la Grèce antique, ça se faisait ». Non, le pédagogue, il ne viole pas son élève. C'est pas ça. Ce d'autant plus que dans la Grèce antique, la notion d'homosexualité n'existait même pas. Donc, on a tendance systématiquement à penser, avec nos lunettes d'aujourd'hui, l'ensemble des 2000 ans qui nous précèdent. Non, c'est beaucoup plus compliqué et il faut relativiser, s'il vous plaît, tout en rappelant qu'un enfant n'est pas en capacité de consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Alors, merci, très clair. Tu as un fan club. Elie Coury, il dit que tu es super. Docteur Lacambre, toujours aussi incroyable. J'ai envie de te le dire. Voilà. T'as des... Non, je ne tomberai pas dans la fascination et dans la séduction, ce qui est aussi une autre forme d'emprise. Ouais. Donc non, je ne tomberai pas dans ton piège. Justement, es-tu un peu pervers, Mathieu Lacambre? Donc, alors, je te propose de dérouler la diapositive suivante. Attends, on va répondre à la question. Franck Roland, dans le cœur du pervers, il pose la question sur la froideur émotionnelle et affective. Est-ce qu'il peut la dissimuler? Alors oui, parce que les très très bons qui sont un peu hystérisés, ils vont jouer comme ça sur ces fonctions de miroir. Et donc, vous savez que dans les interactions sociales, la communication non verbale, elle est fondamentale. L'expression des émotions, elle est aussi un moyen de venir convoquer l'empathie de l'autre. Donc, pour le super pervers avec des aménagements hystériques, il peut s'en servir, hein, mais comme un masque. Hein, souvenez-vous, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ok. Alors, tout se mélange. Est-ce que ça peut se mélanger? Parce que nous, en expertise, quand on voit les personnes, il y a un mélange de tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un smatch, un crossover entre tout ça? Alors, oui, mais c'est pour ça que je vous propose de remonter systématiquement un noyau pervers et puis ensuite d'aller chercher les critères diagnostiques de la personnalité narcissique. Et donc, du coup, dans le doute, là, allez chercher les critères diagnostiques de la personnalité narcissique. Ensuite, vous pourrez affirmer un diagnostic de personnalité narcissique. Identifier l'éventuel scénario pervers avec la réduction d'un sujet à l'état d'objet de la jouissance de l'autre. Et puis ensuite, essayer de caractériser ces différentes dimensions. Est-ce qu'on est dans le déni de la victime avec une position de victimisation sur une assise sociale? Est-ce que ça s'est exprimé uniquement dans le champ de la sexualité, etc., etc. Ce qui vous permettra, vous, sur le plan psychopathologique, de vous situer. Mais bien sûr, il y a un chevauchement possible. Ok. Alors, ça me permet de faire une pause et de dire bonjour à Hélène Vergniaud qui nous écoute. Elle met « Je confirme, docteur Mathieu Lacambre est toujours aussi clair et intéressant. » Bon, et c'est bon, on avait dit qu'il fallait quand même le fouetter, pas lui dire qu'il était bon. Alors, est-ce qu'on peut soigner les pervers, Mathieu, s'il te plaît? Est-ce que ça se soigne ou un pervers un jour, pervers pour toujours? C'est ça la question. Diapositive suivante. Yes, we can. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette dialectique du care et du cure. C'est-à-dire guérir, c'est se donner de nouvelles normes parfois supérieures aux anciennes, disait Canguilhem. Et donc, du coup, on peut proposer à un sujet pervers, y compris pédophile, paraphile, de pouvoir engager une sexualité à la fois pour lui épanouissante, mais aussi harmonieuse et qui respecte les autres sujets qui participent. En d'autres mots, c'est quand même plus sympa de faire les choses à plusieurs que de tout contrôler, tout maîtriser. En plus, c'est une source de stress. Hein. Les types, ils se préparent longtemps à l'avance, ils organisent tout, ils préparent tout, etc. Donc, du coup, détendez-vous, laissez venir les choses. Et puis, ça peut être quand même très, très sympathique dans une forme d'accès très, très positive
à la question du sexuel et de la sexualité dans les troubles paraphiliques. Dans les autres champs, il faut pouvoir proposer des aménagements, des évolutions, diapositive suivante, en sécurisant le soin. Et donc, le premier enjeu, c'est vraiment de vous sécuriser, sécuriser le patient, les soins et les soignants. Diapositive suivante, avec ces différents dangers qu'on a déjà évoqués. Le malaise, on est souvent mal à l'aise face à ce type de sujet. Ça peut être un système d'alarme de votre contre-transfert qui vous dit attention au feu. Ensuite, la fascination, ce que j'évoquais tout à l'heure, voire la sidération, en sachant que la séduction est un processus aussi qui participe de l'emprise. Et puis, chez certains professionnels qui voient probablement trop de pervers, dont je fais partie, un autre risque, c'est la banalisation du passage à l'acte. C'est-à-dire, à force de voir des gens qui ont violé, tué, découpé, consommé, eh ben, on considère que ça devient la norme, mais c'est juste notre propre référentiel normé et normatif de notre pratique. Et donc, attention à l'emprise qui ensuite va complètement détruire et tout casser. Juste, Paul-Claude Racamier nous rappelait, autant, il faut d'emblée le dire, un brin de perversion narcissique ne nuit à personne, et même est-il indispensable à quiconque, en vue de sa survie sociale. Ce qui renvoie à cet îlot pervers au sens de la perversité, très bien décrit par Paul-Claude Racamier. Diapositive suivante. Juste pour dire, Mathieu, c'est hyper important ce sentiment de malaise. Je le dis parce qu'il y a des collègues experts aussi qui sont connectés. On le sent. Et c'est pour ça que je défends la dualité d'expertise en co-saisine. Parce que quand on est fasciné, il y en a un qui est vampirisé là par le pervers en examen expertal. Le deuxième, il est spectateur. Il dit t'es en train de glisser là, il est en train de faire la tentacule. Alors première, deuxième, troisième tentacule, et ce sentiment de malaise, enfin, on le sent immédiatement quand on a l'expérience par rapport à ça, et c'est important de ne pas tomber dans le piège de la fascination et dans le piège de la sidération. Alors la bâtonnière d'ordre des avocats te remercie parce qu'elle dit que même les avocats, ils arrivent à comprendre ce que tu es en train de dire. Donc autant pour toi, bravo encore. Allez, on continue, les réflexes. Très important ce que tu viens de dire. Pas rester seul, se mettre à plusieurs, c'est ce qu'on fait aussi dans le soin. Et dans plein de situations d'expertise, effectivement, la dualité permet de se protéger, mais aussi dans le soin. C'est-à-dire que pour une ascension compliquée, j'utilise l'allégorie de l'alpinisme, il faut une cordée. Et donc, nous, on met en place des cordées pour les patients compliqués avec patients, psychiatres, psychologues. Et donc, on prend soin les uns des autres avec effectivement ces systèmes d'alerte et d'alarme quand il y en a un qui est sous l'emprise. Donc, toujours maintenir la bonne distance, quel que soit votre référentiel métier dans la rencontre avec le pervers, avec la référence au cadre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour lui rendre service, pour lui faire plaisir. Attention, méfiez-vous de votre propre empathie, de vos propres projections. Il s'agit de se référer au cadre de votre intervention. C'est parce que c'est votre travail et vous allez faire votre travail. Gardez et maintenir une écoute empathique, même si le sujet a réalisé des choses horribles. Et si on n'est pas en capacité de maintenir cette position, il vaut mieux passer la main. Sinon, vous allez vous mettre en grande difficulté et en attaquant éventuellement le patient ou le cadre, c'est lui qui va vous attraper. Analyse contre-transférentielle, donc systématiquement la question d'être à plusieurs, éventuellement la supervision. Rechercher ce qui fait souffrance du côté du patient pour soigner, donc ça sera la proposition sur la stratégie de soins, mais tout en même temps, il va falloir vous identifier ce qui fait symptôme, c'est-à-dire ce qui va porter atteinte au cadre. Parce que systématiquement, il y a des attaques du cadre. Tu évoquais ces tentacules, elles sont là. Et donc, il faut les repérer pour pouvoir éviter de se retrouver complètement étouffé par le boa constrictor. On accompagne les symptômes, on sécurise le périmètre et on sécurise les soignants et les équipes. Diapositive suivante. Alors, après, en sachant qu'on a quand même… Ouais. Après le château en Espagne, la métaphore boa constrictor et métaphore de la cordée. C'est très important, cette métaphore de la cordée, d'être à plusieurs, de se soutenir et d'avoir la bonne distance pour pouvoir y arriver. Donc, la prise en charge juridique, le cadre juridique. Alors, c'est ça, le référentiel au cadre d'intervention, le plus simple et le plus puissant, c'est la loi, qui a une fonction tierce. Et donc, ce n'est pas vous, c'est parce que c'est la loi. Et souvenez-vous, on a dit que la loi, c'était un des repères pour le pervers. Donc, à la fois, quand vous posez la loi, ça vous protège, mais ça sera aussi une invitation et une incitation pour le pervers à aller de ce côté-là. Vous lui montrez, vous lui indiquez le chemin pour qu'il puisse jouir. Donc, faites attention à ça. Donc, on s'appuie sur le cadre, nous, de notre intervention. Alors, médical, le dossier, il est super propre, super clair. On informe le patient. On gère aussi l'entourage, puisque le pervers va mettre en œuvre et en place des dispositifs d'emprise. Et donc, pensez à prendre le temps de regarder ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui dans les interactions du pervers avec des personnes ressources ou des proches. Le cadre là de l'intervention, le plus simple pour nous, c'est l'injonction de soins.
la loi du 17 juin 1998, avec ces personnes placées sous main de justice, PPSMJ, qui sont encadrées sur le plan socio-médico-judiciaire. Et donc, ça permet de se référer au médecin coordonnateur, de communiquer éventuellement avec le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge d'application des peines. Et ça, c'est le cadre intercontenant qui fonctionne le mieux dans ce référentiel précis. Alors, je reviens sur la clinique du pervers parce que Laura pose une question sur que penses-tu, Mathieu, des aveux des pervers? C'est-à-dire, est-ce que elle donne référence dans l'affaire Fourniret? Est-ce que tu penses qu'un pervers peut écrire une lettre à sa victime? Le vampire peut écrire une lettre en disant ou peut faire des aveux. Est-ce que tu penses qu'il est capable de? Alors, le pervers est capable de tout. Donc, du coup, voilà, ne le limitez pas dans ses capacités. Simplement, il faut contextualiser la démarche pour pouvoir lui attribuer à la fois peut-être une attention, mais surtout une valeur. Et donc, à chaque fois, il s'agit de contextualiser. Est-ce que c'est un moment d'effondrement dépressif? Et comme il ne peut pas tuer, ben, finalement, il se découvre. Et là, il va falloir faire attention parce qu'il peut se suicider. Et le dernier contrôle du pervers avant le jugement et le tribunal, c'est le suicide. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais condamné, jamais reconnu coupable. Parce que quand on meurt avant le procès, on est présumé innocent. Et certains l'ont déjà éprouvé. Donc, vous voyez, il y a un risque et il faut toujours contextualiser. Parce que dans l'impasse, là, dans ton histoire, le monsieur, il vient taper parce qu'il a sa victime sur place, c'est sur site. Mais quand le pervers est isolé, incarcéré ou dans une situation d'impasse, sans pouvoir accéder à des victimes ou attaquer le cadre, il se suicide. Et donc, du coup, il disparaît. Et on a vu plein de situations horribles où il laisse un petit courrier, le monsieur, incestuel, grand-père qui avait violé sa petite fille pendant des années. La veille du dernier jour du procès, il se suicide sur son bureau. Il laisse un courrier à sa fille en disant « Je te laisse ce bureau sur lequel j'ai violé ta fille pendant des années ». Et donc là, c'est horrible parce que dans ce suicide, il reprend le contrôle, je ne serai jamais coupable, et en même temps, il vient blesser encore sa fille. Vous vous rendez compte, c'est horrible. Et donc, il n'y a pas de limite à l'imagination. Alors, on a encore, allez, on a commencé en retard, 5 minutes. Les take-home messages, s'il te plaît. Une petite synthèse rapide. On doit garder quoi dans l'esprit, s'il te plaît? Alors, systématiquement, c'est de faire attention à ce qui se joue dans les aménagements de personnalité. On n'est pas toujours face à des grands pervers, mais comme chez chaque sujet, il y a un petit îlot de perversité, c'est de pouvoir identifier ce qui se joue dans cet îlot de perversité. Est-ce qu'il y a des allers-retours au sens du clivage? Est-ce que ça vient occuper l'ensemble de l'organisation et du fonctionnement du sujet au sens de la constitution perverse, du pervers de caractère narcissique ou sexuel? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est très, très à la marge? Et donc, ça vient vous renseigner dans l'expertise psychocriminologique, mais aussi dans la relation de soins, la relation thérapeutique, pour éviter ces phénomènes d'emprise, de sidération et de séduction. Donc, ça permet de se positionner aussi face aux patients, au sujet pervers. Et il s'agit systématiquement, troisième élément clé, de se référer au cadre légal, administratif, juridique, médical de l'intervention. Donc, repérer le fonctionnement du sujet, se positionner, se référer au cadre. Vous avez les 3 moments qui vous permettent de faire l'évaluation, mettre en œuvre la stratégie de prise en charge et ensuite soigner. En cas de doute en particulier, oui. Oui, juste, excuse-moi. Susanna pose la question, est-ce qu'un libéral en cabinet peut prendre en charge des pervers et s'il accepte cette prise en charge? Aïe. Alors, libéral, pourquoi pas, mais pas tout seul. C'est l'idée de l'accorder. C'est-à-dire que quand vous partez faire le Mont Blanc ou un sommet, vous ne partez pas tout seul. On regarde la météo, on s'équipe, on y va plusieurs. Donc, il vaut mieux être en cordée et pouvoir se référer au minimum à travers des supervisions, mais à des co-thérapeutes. On assume même, nous, une prise en charge de thérapie familiale systémique sur des agressions sexuelles intrafamiliales. Mais là, il faut être très solide. Il faut avoir un gros cadre et des collègues qui tiennent bien la route. Alors, si on veut conclure, dis-moi. Oui, c'est quoi la dark side? C'est quoi la face B? Conclue sur très rapidement, vas-y. Donc, il s'agit, je mets un diagnostic entre guillemets parce qu'on n'est pas sur un référentiel nosographique habituel et classique. Le diagnostic, on pourra le poser à partir du trouble de la personnalité narcissique. Mais là, on est dans une sémiologie, une psychopathologie fine hors cadre nosographique usuel, dans une approche plus dimensionnelle que catégorielle, avec des aménagements sociaux, psychologiques, culturels et contemporains qui viennent impacter finalement l'évolution du concept. Donc, c'est un concept vivant et c'est tant mieux.
toutes les interventions sont possibles et le plus tôt possible, c'est le mieux puisqu'on a évoqué cette fixation à la sexualité infantile, le narcissisme primaire et puis ensuite ses dérives dans les interactions sociales. Et à chaque fois que vous êtes en difficulté, il ne faut pas rester seul. Ne pas rester seul, c'est la règle. Systématiquement vous référez, on a évoqué les criages en matière de violence sexuelle, mais vous avez des collègues, vous avez des supérieurs hiérarchiques, vous avez le conseil de l'ordre et vous avez des relais qui sont possibles. Diapositive suivante. Paul-Claude Racamier qui nous rappelle « Je ne suis pas du tout sûr qu'il faille être fou pour comprendre les psychotiques, heureusement, mais ce dont je suis sûr, c'est que pour comprendre un pervers, quand on n'est pas, on souffre. » Et donc, la proposition, c'est de faire écho à votre petit îlot de perversité pour pouvoir vous positionner correctement et accepter la partie d'échec. C'est toujours une partie d'échec. Et en sachant que le pervers, lui, il essaie d'avoir 1 ou 2 coups d'avance pour pouvoir garder le contrôle et l'emprise. Mais la proposition, c'est d'accepter la partie, en sachant qu'une partie, on peut la gagner ou la perdre. Donc, il faut quand même sécuriser le périmètre pour éviter les dégâts, mais d'avoir non pas 2, mais 3, 4, 5 coups d'avance. C'est-à-dire qu'il faut en avoir sous le pied. Et là, vous pouvez utiliser à bon escient dans le contre-transfert votre îlot de perversité. Alors, Maudit te pose la question, quel est le mode de décompensation le plus fréquent chez les pervers? Alors, décompensation, c'est la rupture d'équilibre. Donc, quand il arrive à mettre en œuvre son scénario pervers, ça fonctionne. Donc, il va agir des agressions et des crimes. Et c'est quand on l'empêche. Et donc, 2 modalités. Soit un recours ultime avec des passages à l'acte encore plus violents et un mode opératoire criminel sur une série de crimes encore plus violents. Soit c'est le suicide, mais dans un suicide qui sera quand même un peu scénarisé, parce que ça jouit jusqu'à la fin. Oui. Donc, merci pour votre attention. On est à peu près dans le timing. Oui. Quelques diapositives sur des référentiels bibliographiques. Donc, lisez. Alors, il y a Gérard Bonnet qui avait fait un petit que sais-je qui est très, très bien et Claude-Olivier Doron qui a écrit un texte super. Des référentiels juridiques sur la loi du 17 juin 98. Diapositive suivante pour pouvoir vous rappeler quelques ressources essentielles, en particulier dans le cadre des violences conjugales sur la question du pervers narcissique. Il faut signaler maintenant, c'est possible, quand il y a une notion d'emprise et un risque vital pour le sujet sans son accord. Et puis enfin, vous rappelez, diapositive dernière, il y a plein de webinaires avec des replays, que celui-là sera aussi dans le replay. Et moi, je voudrais vous rappeler aussi, à la question-réponse, on en a eu. Tu as le bonjour de Jean Cano, tu as le remerciement de Paulette Benetton, enfin ça pleut, Leslie Zerdoun, etc. Donc, tout le monde te remercie. Ludovic Entier, tout le monde te remercie, Mathieu. Et moi, je te remercie d'être levé si tôt quand même à Baltimore pour faire ce webinaire. Alors, j'aurai le plaisir de faire la 2e série sur les paranoïaques. C'est encore un autre chapitre, un autre sujet avec Anne-Hélène Moncani. Save the date, c'est le 24 avril prochain. Et avant, je voudrais quand même que vous reteniez une date avec la CNECPA et l'ANPEJ. Donc, pour les gens qui sont intéressés par l'expertise psychiatrique, ils font intervenir maître Maxime Tessier, qui est avocat au barreau de Rennes, le 9 avril sur un webinaire. Donc, vous pouvez vous adresser à la Compagnie nationale des experts près de la cour d'appel pour écouter ce webinaire également. Ce sont nos collègues qui font partie de la section qui organise ce webinaire. Donc, rendez-vous le 24 avril, le 9 avril pour la CNECPA, le 24 avril avec nous pour les Parano, Anne-Hélène Moncani et moi-même. Mathieu, et big thanks for you. Et puis, have a nice day at Baltimore. Et thank you very much. Reviens vite parce que papa part en voyage, mais maman, elle a besoin de papa. Alors, tu rentres, s'il te plaît. I'll be back. I'll be back. OK. Ciao, ciao. Et puis, à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.